bonne chose, l'Europe. Cela concerne tout le monde. Peut-être avoir une Europe un peu plus sociale qu'économique, ça serait pas mal. Ah oui, non, c'est bien que plusieurs pays s'ouvrent à l'Europe, mais après, pourquoi? Je pense que c'est un des plus grands projets qui se font actuellement. La manière dont se structure la construction européenne part dans un sens extrêmement étrange, avec une idéologie très très libérale. Au printemps, vous allez devoir vous prononcer sur le projet de traité constitutionnel européen. Votre choix sera essentiel parce qu'il engage notre avenir commun. C'est pourquoi Regard a décidé d'intervenir dans le débat public. Nous prenons très au sérieux cet enjeu et cette consultation et nous avons décidé de décrypter pour vous cette constitution qui est extrêmement complexe. Nous avons choisi de donner de la voix au nom de gauche. Le texte de cette constitution, il faut le lire. On dit que cette constitution ouvre une nouvelle étape des droits sociaux. Or, je lis que l'article 275 n'énonce pas le droit au travail, comme le fait par exemple la Constitution française, mais simplement le droit de travailler. Il prévoit simplement que, je cite, « tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi ». L'article 294 ne reconnaît pas le droit au logement, mais simplement à une aide au logement. En fait, toute la législation sociale est subordonnée à l'article 332 qui stipule l'objectif constitutionnel majeur, à savoir la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. L'Europe sociale, mythe ou réalité, c'est une question que l'on peut se poser. Depuis 2 ou 3 ans, avec la préparation du traité constitutionnel et l'élargissement, nous avons un véritable déplacement de l'Europe vers une position clairement totalement néolibérale et d'autre part vers une position beaucoup plus atlantiste et beaucoup plus ouverte sur le marché mondial. Au cours des dernières années, c'est une accentuation incroyable des tendances justement à la précarisation qui est en fait la mise en application de la concurrence sauvage. Alors, ceci prend de façon très claire une formalisation avec notamment la directive Bolkestein, qui est le nom de l'ancien commissaire européen chargé du marché intérieur, et qui effectivement établit un cadre juridique qui supprime absolument tous les obstacles à la liberté d'établissement, à la liberté de circulation pour tout ce qui concerne les activités économiques en matière de services. Cette nouvelle directive nous donne ce que va devenir l'Europe, ce qu'est déjà en train de devenir l'Europe, puisqu'on a vu encore, il y a 2 semaines, qu'une entreprise lettonne est allée s'installer en Suède et a payé et donné des conditions de travail aux ouvriers lettons en Suède qui étaient conformes à ce qui se passait en Lettonie. Et donc, le principe justement du pays d'origine, c'est-à-dire la loi du pays où est établie une entreprise, prime sur l'endroit où l'entreprise intervient. C'est-à-dire, d'une certaine manière, pour les entreprises, on en arrive quasiment au droit du sang par rapport au droit du sol, pour simplifier. Et donc, à ce moment-là, ce que nous voyons, c'est un abandon de l'harmonisation par le haut, et notamment des règles fiscales et des règles sociales qui pouvaient être amenées vers le haut par les luttes de travailleurs. Et ce que l'on voit, c'est que nous avons, du point de vue du travail et des droits sociaux, une incitation à la délocalisation vers les pays les moins-disants, ou même à la délocalisation sur place, avec effectivement la remise en cause, ou plutôt la loi du dumping fiscal, social, environnemental, et de la mise en cause de toute la protection des consommateurs. Depuis 20 ans en France, on nous vend des politiques sociales au nom du c'est mieux que rien. On a banalisé, légalisé le travail en dessous du SMIC, les temps partiels. On a rendu misérables des dizaines de milliers de personnes. Nous, notre objectif, c'est pas de mettre en compétition tous les ventres creux du monde. On a envie de pouvoir rêver à autre chose. Rêver à un salaire dignement payé, à des formations vraiment reconnues, à des services publics, non seulement qui existent partout, mais qu'on remet dans des endroits où il n'y a pas et qui ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Moi, je ne vois rien qui mène à l'égalité dans cette future constitution.
Sur les raisons économiques, on nous renvoie à la Charte des droits fondamentaux, qui est une charte qui est jugée par la plupart des organisations du mouvement social comme étant déjà en deçà de la Charte des droits de l'homme, par exemple européenne, et qui en réalité grave là sans problème, sans difficulté le droit des plus riches, comme le droit de propriété, la liberté de circulation des capitaux. Tant pis pour les immigrés, ils n'ont pas des têtes de capitaux. Et par contre, dès qu'il s'agit des droits sociaux, là, ça devient tout de suite des vœux pieux. Il y a, pour prendre qu'un seul exemple, même pas le droit à la protection sociale en tant que tel, mais le droit d'avoir accès à la protection sociale. C'est la même chose pour l'emploi. On n'a pas le droit à l'emploi, on a le droit d'avoir accès à l'emploi, rechercher un travail. Le projet de traité constitutionnel reprend, en vue de les pérenniser, les différentes structures de l'Europe libérale que les traités européens successifs depuis une quinzaine d'années ont mis en place, depuis l'interdiction absolue de mettre la moindre entrave à la libre circulation des capitaux ou la libéralisation des services publics, la concurrence libre et généralisée, jusqu'à l'interdiction pour tout organisme public, c'est-à-dire lié aux citoyens, de donner la moindre consigne à la Banque centrale européenne. Donc, si on estime que cette expérience ces dernières années a été positive et qu'il faut développer cette dérive, il faut voter oui. Si on estime qu'il faut au contraire exprimer l'exigence d'une remise à plat, dans ce cas-là, il faut voter non. Le mode de construction européenne suivi actuellement depuis une vingtaine d'années est en train de détruire l'Europe, de détruire ce qui faisait l'essentiel du modèle social européen. Et c'est donc une chance tout à fait extraordinaire qui est offerte aux Européens et aux Français en particulier, à l'occasion du référendum, de permettre un redémarrage de l'Europe, une remise à plat si le non l'emporte. Voter non au référendum, c'est le moyen de remettre à plat l'Europe, une sorte de Big Bang, une renaissance, pour que l'Europe reparte sur de nouvelles bases. La Constitution reconnaît enfin les services publics, dit-on parfois. Il est vrai que l'article 322 reconnaît, je cite, « la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ». Simplement, l'article 366 précise de son côté que les entreprises publiques, je cite, « sont soumises aux dispositions de la Constitution et notamment aux règles de la concurrence ». Quant à l'article 348, il précise que les États membres, citation, s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire. Dans ce contexte-là, ira-t-on vers la fin des services publics ? Pour moi, s'il y a des services publics, c'est parce qu'il y a des champs dans les activités humaines qui ne peuvent pas être de l'espace de la marchandise. Ces champs sont les champs des activités vitales, l'école, la santé, la culture, le transport, l'énergie. Et parce qu'elles sont vitales, ça doit être dans le cadre de la solidarité pour que chacun puisse accéder à l'excellence. Or justement, l'esprit de la Constitution, c'est le contraire. C'est parce que ces activités sont vitales qu'elles sont les plus rentables. Quand on n'a vraiment plus de sous, on essaye quand même de se payer l'énergie et la santé. D'ailleurs, ça a été parfaitement bien évalué dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Par exemple, on sait que le marché de la santé, c'est 3 500 milliards de dollars par an dans le monde. Il y a de quoi attirer les appétits des financiers. Alors, privatisation, pour marchandiser, libre concurrence généralisée, c'est tout ce qui est développé dans le cadre de la Constitution. Évidemment, quand il n'y a plus qu'une loi, celle de la marchandise, il y a ceux qui ne peuvent pas se payer. Et on voit le corollaire de la marchandisation généralisée, c'est la transgression. On en a fait l'expérience en France avec la carte vitale, où quand les gens, par exemple les sans-papiers, n'ont plus eu les moyens de se soigner, ils ont essayé de se procurer des cartes vitales. Et moi, je dois dire que je suis extrêmement choquée qu'au XXIe siècle, il puisse y avoir des populations en recherche de cartes vitales pour pouvoir se soigner, à ce qui me paraît être un droit fondamental. Évidemment, il y a des choses qui restent pas rentables, voire coûteuses. Et ça n'intéresse pas le marché. Donc, on le laisse au collectif, à l'État. Qu'est-ce qui est coûteux ? La recherche, par exemple. Donc, on définit ce qu'on appelle les services d'intérêt généraux. C'est le minimum pour le collectif au service du marché. Parce que quand on regarde, par exemple, le pôle européen de la recherche, non seulement ce qui est coûteux reste au collectif, mais est axé sur l'intérêt du privé. Ainsi, on abandonne toutes les recherches en bactériologie avec le risque de ne plus avoir les antibiotiques nécessaires pour traiter, au profit des recherches sur les biotechnologies qui seront directement rentables pour l'entreprise. En deuxième
pôle non rentable, c'est le pauvre, les populations non sauvables. Et ça reste, là encore, avec une école au rabais, une santé au rabais pour les pauvres. Alors moi, cette société, ce monde inhumain, je n'en veux pas, je lui dis non. Et parce que je fais le choix de la vie, le choix de l'homme, le choix de la solidarité et de l'égalité, je voterai non, 1000 fois non. Bien, je vais voter non à la Constitution parce que j'ai envie d'une autre Europe. J'ai envie d'une Europe sociale et démocratique, une Europe qui joue un rôle de paix, de désarmement dans le monde. Et pour cela, il faut dire stop à l'Europe libérale telle qu'elle se construit depuis des décennies. Ce projet de constitution, c'est comme une camisole libérale. Ça va enfermer les peuples dans des choix pour des décennies. C'est comme si on mettait la politique de M. Raffarin dans la constitution française. Vous vous rendez compte la gifle formidable que ça va être si le non l'emporte en France, pour tous les tenants de l'ordre établi, pour tous les tenants de l'ultralibéralisme, et ça va être une formidable fenêtre qui va s'ouvrir pour que l'espoir renaisse en Europe. Nous ne devons pas approuver un texte qui, contrairement à ce que martèle la propagande du oui, encourage la casse des services publics. Nous ne devons pas approuver un texte qui interdit l'édification de l'Europe sociale. Nous avons une occasion de mettre en échec l'offensive libérale. Il ne faut pas la laisser passer. Il existe des règles européennes en matière de droits de l'homme. Par exemple, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Constitution reconnaît-elle ces droits? Non. L'article 192 explique par exemple que la Convention citée ci-dessus n'est pas opposable, je cite, aux compétences de l'Union telles qu'elles sont définies par la Constitution. Les droits en fait dans la Constitution sont ce qu'on appelle des principes généraux. Mais on ne dit pas grand-chose de leur application. Peut-on donc attendre de cette Constitution une nouvelle étape dans l'égalité des droits? La question peut se poser aujourd'hui. On nous dit comme argument pour voter pour la Constitution européenne que ce texte permettrait de respecter mieux les droits de l'homme dans l'Union européenne et de mieux les affirmer. Sauf que quand on regarde le texte en lui-même, on se rend compte que cet argument est absolument faux. Pour la simple et unique raison que c'est un texte qui, dans son ossature elle-même, dans sa construction, met avant toute chose des principes économiques fondés sur le libéralisme et la concurrence libre et non faussée, et non pas les droits de l'homme. Alors qu'historiquement, dans toutes les grandes démocraties, chaque État a toujours mis en premier plan les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans ses textes constitutionnels. C'est un premier argument pour montrer que ce texte, qui fait quand même près de 400 pages, n'est pas si protecteur des droits de l'homme qu'il le voudrait. La seconde chose qui peut être dérangeante, c'est que l'Union européenne, dans cette Constitution, met sur le même plan des notions de respect de la dignité de la personne humaine et de lutte contre les discriminations, ce qui est une très bonne chose, mais elle met ça au même plan que le point de vue économique, c'est-à-dire que la dignité de la personne humaine pourrait se réaliser uniquement si on respecte la libre concurrence, l'arrêt des monopoles, l'arrêt de mesures sociales trop protectrices. Alors qu'on aurait pu créer dans les années 2000 un nouveau texte constitutionnel sur les droits de l'homme qui pourrait intégrer les nouveaux droits qui ne sont pas reconnus par des textes. Je pense au droit à l'avortement, je pense à des droits relatifs à l'environnement, je pense à des droits sociaux comme la grève. Ce texte de la Charte des droits fondamentaux ne prévoit absolument pas ces dispositions et reprend de manière moins intelligente et moins fouillée les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui est une convention qui s'applique déjà aux États de l'Union européenne et qui permet d'encadrer les politiques des États, et notamment la politique de non-discrimination. On s'aperçoit, si on examine la politique européenne depuis 20 ans, que toutes les avancées en matière de non-discrimination, je pense à toute la bataille sur l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les hétérosexuels et les homosexuels, la lutte contre les discriminations raciales, l'intégration des minorités ethniques. Tout ce combat a été porté par le Parlement européen, par tout un travail parlementaire. Et la Constitution qui va renforcer un certain nombre d'organes, et pas l'organe spécifiquement du Parlement, et qui ne va pas renforcer le rôle des députés, à mon sens, ne va pas permettre d'aller encore plus loin là-dedans. Enfin, ce qui est très dérangeant, mais qui était déjà une démarche opérée depuis un certain nombre d'années, c'est que le domaine des compétences partagées entre tous les États européens va s'élargir, notamment en termes de justice, de liberté, de sécurité, et qu'à mon sens, cet élargissement va plutôt amener un compromis sur un certain nombre de questions, je pense notamment aux questions d'immigration, mais aussi aux questions de respect des minorités sexuelles et de l'orientation sexuelle de chacun,
Et cette nouvelle compétence partagée renforcée par le texte de la Constitution ne va pas permettre d'amener un respect des droits de ces personnes-là, et au contraire va plutôt aller vers des politiques plus restrictives, comme on le voit déjà sur l'immigration actuellement. En tant que féministe, je voterai non à cette Constitution pour la bonne et simple raison que dans la Charte des droits fondamentaux, on trouve évidemment quelques principes sur la non-discrimination en fonction du sexe, mais dès l'article 2, c'est le droit à la vie qui est promu. Et on ne trouve nulle part le droit à l'avortement et à la contraception, ce qui fait que des pays comme le Portugal ou l'Irlande pourront continuer tranquillement à ne pas appliquer le droit à l'avortement. Donc ça me paraît extrêmement choquant. Ça donne des arguments à tous les mouvements pro-life qui combattent le droit à l'avortement dans l'ensemble des pays. Et par ailleurs, en matière de mariage, on voit bien là aussi qu'on ne pourra pas recourir à l'Europe pour demander dans nos pays l'ouverture du mariage aux couples de gays et de lesbiennes, puisque la législation nationale prime sur le principe de non-discrimination que porte l'Union européenne. L'Europe, c'est la paix, dit-on souvent. Seulement, je lis dans le texte du traité, article 141, que les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Par ailleurs, on précise que la défense commune européenne doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans le cadre de l'OTAN. Alors, Moulouna Oudit, est-ce qu'on peut dire que dans ce cadre-là, l'Europe est vraiment une Europe pacifique? Nous sommes de ceux qui militons en faveur de l'amitié entre les peuples. Et comment peut-on aujourd'hui militer dans cette direction-là lorsque l'on sait de manière très, très concrète que les crédits vis-à-vis de l'armement vont être développés? Comment peut-on créer et mettre en place un monde de paix lorsque la dimension militaire et d'un point de vue financier prend cette dimension-là? Lorsqu'on met dans la Constitution une ligne qui enquiste aujourd'hui l'obligation d'une augmentation des crédits militaires. Or là, effectivement, peut-on construire une amitié entre les peuples lorsqu'on prépare le bruit des bottes? Cette Constitution va venir confirmer, valider, constitutionnaliser ce que nous vivons depuis des années, à savoir une criminalisation de l'immigration, dont on a vu sur cette dernière période comment cette Europe forteresse broie de manière très concrète les droits et libertés fondamentales. Si cette Constitution passe, elle va de fait valider cette insupportable discrimination en termes de citoyenneté dont sont l'objet aujourd'hui ce qu'on appelle les immigrés non européens. Moi, je dis non à cette Constitution parce que j'ai beaucoup combattu pour une société métisse, une société dans laquelle Black, Blanc, Beurre, nous aurions tous une place de citoyen. Et finalement, je me dis pourquoi est-ce que je m'engagerais dans une Europe comme on nous la présente, alors qu'en France même, déjà, on n'a pas, nous, une place de citoyen. Alors faisons déjà en sorte que ce pays fasse place aux enfants de l'immigration, et quand on sera considéré comme des citoyens, peut-être on pourra alors envisager une Europe qui est une figure humaniste et pas comme elle se présente là, c'est-à-dire que c'est la loi de l'argent qui va faire cette Europe. L'article 41 exige qu'une politique de défense européenne soit compatible avec la politique mise en œuvre dans le cadre de l'OTAN. Autrement dit, c'est une subordination structurelle dans un domaine stratégique de l'Europe aux États-Unis, et en plus une incitation à la militarisation de l'Union européenne. L'Union européenne souffre aujourd'hui de ses carences démocratiques. Or, la Constitution l'est légitime. Où sera en effet le centre du pouvoir? Du côté des citoyens? Du côté du Parlement? Non. Il sera du côté de la Commission, c'est-à-dire d'une quinzaine de personnes auxquelles l'article 126 de la Constitution attribue des pouvoirs étendus. La Commission disposera donc d'un pouvoir d'initiative législative et elle exercera des fonctions de quasi-gouvernement. Peut-on dire dans une telle condition que l'Union ouvre une nouvelle étape dans la démocratie européenne?
Ce traité constitutionnel sur lequel on va voter, il n'est pas démocratique, au sens où nous n'avons pas à discuter, il n'y a pas eu de pouvoir constituant. Le principe même d'une constitution, c'est que le peuple, donc tous ceux et celles qui habitent en Europe aujourd'hui, les 450 millions, donnent leur avis, ont un grand débat pour savoir quelles sont les institutions qu'ils veulent, quelles sont les valeurs sur lesquelles ils veulent que repose l'Europe, quels sont les contours démocratiques qu'ils veulent pour cette constitution. Nous avons une responsabilité extrêmement forte, en particulier nous ici en France. Nous avons la responsabilité de mener le débat, pour que ce débat, tous les citoyens et les citoyennes puissent s'en emparer. Nous avons la responsabilité de montrer qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut savoir dire non, non pas dire non à l'Europe, pas du tout, dire oui à un vrai projet collectif où ce sont les peuples ensemble qui décident qu'ils vont construire quelque chose qui dépasse leur propre identité de peuple, leur propre identité individuelle de citoyens côte à côte, pour construire un projet réellement collectif. Mais ce projet, il n'aura pas lieu s'il est perçu par les différents peuples comme une punition, parce que si demain on nous dit il ne peut plus y avoir de droit du travail, il ne peut plus y avoir de code du travail, il ne peut plus y avoir de responsabilité collective, il ne peut plus y avoir de sécurité sociale, il ne peut plus y avoir de services publics au nom de l'Europe, qu'est-ce que feront les différents peuples? Ils diront, nous on préfère avoir des droits dans chacun de nos pays, et donc on préfère se retourner vers du nationalisme, vers un protectionnisme étroit, parce que tout ce qu'on nous propose au niveau de l'Europe, c'est un recul. Même du point de vue de la démocratie politique, ce texte n'est pas un texte démocratique. Le Parlement n'aura pas le pouvoir législatif. Ce Parlement n'aura pas le pouvoir donc de proposer des textes de loi. Ce texte ne pourra pas être révisé à moins qu'il y ait l'unanimité. C'est pas ça la démocratie. Parce que nous voulons l'Europe, parce que nous voulons un autre projet, parce que nous voulons justement que dans un monde où c'est la concurrence qui est organisée à tous les niveaux, nous voulons qu'il puisse y avoir un autre projet de société. Or, si ce texte passait, il n'y a plus d'autres projets de société possibles. Le chantage qu'on nous fait en nous disant mais il faut voter oui à ce texte parce que évidemment il n'est pas très bon, mais après on le changera. Eh bien ça c'est une proposition totalement perverse parce qu'il y a des moments où il faut voter les textes pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient être une fois qu'on les aura changés. Dire non aujourd'hui, c'est dire justement oui à l'Europe. Moi, je crois qu'on ne peut voter que sur quelque chose qu'on comprend, quelque chose sur lequel ça vous permet de penser. Or, cette Constitution européenne, moi j'ai un gros problème, j'arrive pas à penser dessus. Pour la bonne raison qu'il me semble que c'est une espèce de grosse chose étrangère à moi, à ma culture, presque à mon corps, je dirais. Je défie qui que ce soit d'avoir une capacité de compréhension du langage politique tel qu'il est inscrit actuellement. Moi, simple citoyenne, j'ai du mal à comprendre ce qu'on me raconte. La raison pour laquelle je n'ai pas l'intention de voter oui à la Constitution, c'est tout simplement que ce n'est pas une Constitution. Le texte ne se présente pas comme une Constitution, c'est-à-dire comme un texte qui définirait d'un point de vue ou politique, ou religieux, ou humaniste, qui serait ma préférence évidemment d'un point de vue humaniste, les raisons pour lesquelles nous sommes européens. Ce qui définit ce qu'on appellera peut-être un jour la nation européenne. Là, il s'agit d'un traité technique de 250 pages qui ne correspond pas donc à ce qu'on peut imaginer être une constitution européenne. 3 raisons de voter non à cette constitution, à ce traité constitutionnel, en fait. La première, c'est que justement, ce n'est pas une constitution, et l'Européenne convaincue que je suis souhaite une vraie constitution pour les Européens, discuter et inventer ensemble. La seconde, c'est que ce traité n'est pas révisable et donc il condamne toute possibilité d'avoir un jour une vraie constitution. Et la troisième, c'est qu'on instaure le libéralisme comme pilier de l'invention européenne. Or, j'estime que les Européens ont le droit à choisir les politiques publiques dont ils ont besoin. Je refuse d'accepter le terme de constitution à ce qu'on nous propose de voter. Ce texte est un fourre-tout, mais qui est dangereux dans la mesure où il engagera l'ensemble des citoyens européens dans une logique économique pour 50 ans, dans la mesure où il n'y aura pas la possibilité, sauf à avoir l'unanimité des pays, de pouvoir remettre en cause ce traité constitutionnel. Donc ce traité est
dangereux socialement pour l'ensemble des gens qui travaillent, il est dangereux parce qu'il enchaîne l'Europe à la logique de l'Organisation mondiale du commerce. Ce que propose ce traité, c'est la poursuite à marche forcée de la marchandisation de la culture, la fin de l'éducation populaire, la privatisation du langage, l'assimilation de la culture à un service. Une seule page qui concerne l'art et la culture sur les 300 qui composent le projet de constitution. Une conception utilitariste et facultative de l'école contre une vision émancipatrice de l'enseignement pour ceux qui auront la chance d'y avoir accès. C'est la première fois que les questions politiques, éthiques et morales sont complètement subordonnées aux données économiques, et cela par voie constitutionnelle. C'est ce que voudrait et c'est ce que propose ce projet de traité constitutionnel, et c'est pour cela que je le refuse. J'aurais tant voulu voter oui parce que j'ai participé et animé aussi des grandes batailles culturelles au niveau de l'Europe, et on les a souvent gagnées. Et on voudrait les développer aujourd'hui. Or, la Constitution, elle met côte à côte, à niveau égal, les libertés humaines, culturelles, et la liberté de la concurrence, c'est-à-dire l'eau et le feu. Et en ce sens, ce texte n'est pas un texte de Constitution. C'est un texte qui s'appelle de Constitution. Mais en fait, c'est un texte d'empêchement de rêve. D'empêchement de rêve.